Alors maintenant, vous m'interrogez sur le rapport de la politique et de l'histoire. Les historiens ont raison de réclamer et de défendre l'autonomie et l'indépendance de leur travail. C'est un travail scientifique. Il est à peu près aussi absurde de vouloir politiquement intervenir dans la science historique que ça le serait dans la science atomique ou dans la biologie. Cependant, la collectivité se construit sur des images communes. Et c'est le droit de la politique de fabriquer ces images, de les proposer. Si vous m'entendez parler, la Révolution est un acte merveilleux. Bon, alors on pourrait passer derrière moi et dire, écoutez, c'est pas si merveilleux que ça. D'abord, c'était beaucoup plus confus que ce que vous racontez. C'était d'ailleurs tellement confus que ça a terminé dans une confusion suprême thermidor. Alors les uns vont se référer à Soboul, les autres vont se référer à Michelet, personne n'aura le même avis. Mais je crois que c'est notre devoir de proposer les images de notre vie commune à la réflexion et pour fixer l'imaginaire collectif. Comme un grand écran sur lequel on donnerait comme ça à voir les grands moments de rassemblement ou de division, mais en tout cas pour partager quelque chose ensemble. Oui, alors après, là vous avez retrouvé le militant politique que je suis. Pour moi, la République n'est pas un régime neutre. Nous sommes les vainqueurs de l'histoire, nous, républicains, nous avons gagné. Les êtres humains sont libres et égaux en droit, et par conséquent, tout ce qui ne se rattache pas à cette doctrine n'a pas le droit de citer et sera combattu de pied ferme dans notre pays. Donc rien que de parler comme ça, vous voyez bien le nombre de gens que ça indispose. Mais moi, je ne cesse de le répéter. Pourquoi la France est laïque ? Parce que nous avons gagné, nous. Voilà, c'est tout, et vous avez perdu. Donc, nous ne vous laisserons pas reprendre le terrain. Et donc, je suis un guerrier de l'histoire à ma manière. Donc je prolonge une histoire, en tout cas l'idée que je m'en fais, je la prolonge et je vis avec elle. Et donc je défendrai la mémoire de Robespierre. Je trouve lamentable que la mairie de Paris ait trouvé le temps de fabriquer une place Jean-Paul II, mais qu'elle n'ait pas trouvé le temps de fabriquer une place Maximilien Robespierre à qui nous devons notre liberté. Avec une plaque à Robespierre posée par des voisins sur la maison de la rue Saint-Honoré qu'il habitait pendant la Révolution française, qui est régulièrement brisée par des opposants et qui doit être renouvelée. Il n'y a qu'en France que c'est comme ça. Et en France, je vais vous raconter une petite scène, vous allez voir. Un jour, pendant le référendum de 2005, sur le traité constitutionnel, je me trouvais à la gare Montparnasse avec José Bové. Bon, lui aussi faisait campagne pour le non, et nous avons des relations assez amicales et, disons, taquines, mais complices. Et nous voilà tous les deux à parler de la chouannerie. Bové se pique d'être paysan, et donc il m'explique que c'est une révolution paysanne, la chouannerie, que tout ça est très bien, et qu'à l'époque il aurait été chouan. Vous imaginez, mon sang ne fait qu'un tour, et le ton commence à monter, lui défendant la chouannerie, moi défendant la République, et nous voilà tous les deux en train de parler de plus en plus fort, sans s'apercevoir que commençaient à se grouper autour de nous 2, 3, 4, 5 personnes, et puis à un moment donné ça a tourné à la conférence. Dans cette gare il y avait au moins 30 personnes autour de nous, et ce qui était fascinant, c'est que tout le monde avait un avis. Et suivant que moi j'opinais, alors on voyait ceux qui étaient de mon bord, qui faisaient des signes de vive satisfaction et donnaient des coups de coude du type, t'as vu, il a bien répondu. Et quand c'était Bové et que les gens qui partageaient son point de vue faisaient les mêmes mines de satisfaction, et alors je me suis dit, mais quel grand peuple nous faisons si nous sommes capables de nous engueuler avec autant de passion pour un événement qui a 2 siècles. Alors, mais tout de même, c'est un grand peuple, mais on sait très bien que l'usage de l'histoire par les hommes politiques peut mettre à mal justement cette façon de vivre l'histoire que vous avez, Jean-Luc Mélenchon. On voit bien combien une certaine histoire qui n'est plus vécue, telle que vous la vivez vous-même et que d'autres la vivent, finit par être une sorte de décor de théâtre un peu vide avec des accessoires, comme dans un magasin des accessoires que l'on va chercher lorsqu'on a besoin de donner des références. Et on voit bien combien depuis 2007, par exemple, il y a comme cela de temps en temps, on sort un personnage. Alors ça peut être Jaurès dont on n'a pas encore parlé, ça peut être Jean Moulin, ça peut être d'autres personnages comme ça, mais que ces personnages ne sont pas animés d'une certaine façon quelquefois par ceux qui y font référence. Qu'est-ce que vous pensez de cette perte d'un savoir commun autour de l'histoire et peut-être d'un partage moins grand que dans la Troisième République dont vous parliez tout à l'heure, d'une vision de l'histoire partagée par tous les citoyens? Je crois que c'est quelque chose, d'abord, c'est à mettre en rapport avec la décadence de la politique elle-même. Je dis décadence pour signaler ce moment de l'histoire qui ne durera pas. Il y a donc un progrès dans la politique avec une chute possible. Ce moment de l'histoire où
on pense que, en quelque sorte, la fin de l'histoire est arrivée, que le marché est indépassable, que le capitalisme est l'horizon auquel l'humanité ne saura se soustraire. Bon, bref. Et alors donc, nous avons des dirigeants politiques qui s'agitent à la marge des problèmes et qui, en effet, s'emparent pour des besoins de communication de personnalités tirées de l'histoire dont ils ne connaissent rien le plus souvent. Mais ça passera. Guy Môquet, Alors oui, bon, alors on a vu arriver Guy Môquet à un moment donné, mais c'est pas le plus terrible. Le plus terrible, je crois, et le plus dérisoire, le plus grotesque que j'ai vu, c'est le discours du président de la République acceptant la fonction elle-même folklorique et grotesque de chanoine de Latran. Vous savez que c'est la paroisse du pape, et le roi de France, traditionnellement, est chanoine d'honneur de cette paroisse. Et le pape, qui combien de fois a fustigé tant de monde, s'est trouvé nullement empêché de désigner comme chanoine quelqu'un qui est un divorcé, ce qui est contraire au dogme de l'Église catholique, d'après lequel le mariage est un sacrement, comme vous le savez, indissoluble. Et donc, le président de la République a fait un discours absolument inouï pour un président de la République française, dans lequel il a célébré la place de Dieu dans l'histoire, exigé que l'on en tienne davantage compte, comparé l'instituteur au curé, pour attribuer au curé les valeurs morales que n'aurait pas l'instituteur au même degré, et surtout a fait des comparaisons historiques qui montrent qu'il ne comprend rien à notre histoire nationale, c'est-à-dire qu'il ne comprend rien au fait fondateur de la rupture qu'est 1789. Il a donc beaucoup cité l'Ancien Régime, et il n'a rien trouvé de plus intelligent que d'aller évidemment chercher cette vieille baderne de Louis XI, qui a depuis tout temps a servi à tous les papes à engueuler tout le monde avec Louis XI, y compris les autres rois, en lui disant ton ancêtre lui faisait ceci, cela, et toi tu n'es qu'avorien. Bon bref, donc Louis XI est le prototype du larbin de service de la papauté depuis toujours. Et voilà que ce Louis XI, que le président de la République cite pour montrer que la France serait la fille aînée de l'Église et autres sornettes que tout le monde connaît, depuis le fameux baptême de Clovis, qui lui-même était un agent politique très influent, qui avait réussi à se mettre d'accord avec l'Église pour tordre le cou. D'abord, l'Église lui garantissait son royaume, et lui, il a été tordre le cou à une hérésie dans le sud du pays. Bref, depuis cette époque, il y a entre le sabre et le goupillon un accord qui a été reconduit à intervalles réguliers. Et ce Louis XI-là, ce Louis IX-là, Saint-Louis, dit-on, Louis IX, dont la statue, figurez-vous, est dans l'hémicycle du Sénat, sous le nom de Saint-Louis, alors que la République ne peut connaître que Louis IX, eh bien, ce Louis IX, saint de son État, est celui qui a organisé les premières expulsions de Juifs de France, ainsi que les autodafés de Talmud, et fait admettre en France le supplice du percement de la langue au fer rouge pour les blasphémateurs. Voilà la figure que le président de la République, naturellement ne devait rien savoir de tout ça, a été mettre en exemple de vertu morale pour la France. C'est l'Ancien Régime dans ce qu'il y a de plus abject et de plus répugnant. Mais vous avez longtemps été sénateur, oui. Jean-Luc Mélenchon, et ce Sénat, ou l'Assemblée nationale d'ailleurs, sont des temples assez étranges du récit de l'histoire. Quand on regarde le décor de chacun de ces deux endroits, le palais du Luxembourg ou encore le palais Bourbon, on y voit combien Louis-Philippe en particulier a agi pour pouvoir essayer de ramasser l'histoire des rois et l'histoire de la Révolution française, de mettre ensemble Étienne Marcel, la Commune de Paris, je ne sais quoi, enfin tout un tas de moments comme cela qui permettaient de rabouter cette histoire de France qui était faite de rupture et de lui donner une continuité, Jean-Luc Mélenchon. Or, la rupture, c'est important en histoire. C'est décisif. Le grand récit de la France est traversé par cette rupture. Quand je parle comme ça, souvent des gens me disent « Non, tu exagères ». Alors je dis « Alors décrivez-moi quelle est cette continuité ». Ce n'est même pas la continuité d'un lieu. Donc la France n'a jamais été la même géographiquement. Donc vous voyez bien, la continuité, c'est celle d'une histoire politique d'un peuple qui s'est singularisé, parce que c'est là que ça s'est passé, en quelque sorte, la renaissance, le retour de l'esprit, la lumière c'est en France que ça s'est traduit par un régime politique, et ensuite, bien sûr, d'autres ont fait mieux que nous, ont mieux illustré que nous, Français, les valeurs universelles. Mais vous avez raison de dire que nos lieux comme l'Assemblée ou le Sénat sont des lieux d'histoire donnés à voir. Et c'est tellement vrai que je me sens terriblement mal au Parlement de Strasbourg, qui est un lieu vide d'histoire et ostensiblement vide d'histoire. Comme les billets de l'euro qui ne peuvent pas montrer aucun personnage pour ne choquer aucun des pays. Mais oui.
Alors, nous nous retrouvons avec un drapeau, comme vous le savez, bleu marine, avec 12 étoiles. Tout le monde est persuadé que ça tient aux 12 étoiles des 12 pays qui l'ont fondé. Pas du tout. C'est la couronne de la Vierge. Mais oui, c'est la couronne de la Vierge. Et peu de gens savent que nous nous trimballons avec cet emblème obscurantiste comme étendard. Voilà, mais en tout cas, je vais vous dire un mot sur le Sénat, parce que j'y ai passé de nombreuses années. La salle des conférences est une merveille, où l'on voit l'histoire de France disputée, parce que évidemment c'était la République tant qu'on venait en coller RF. Ensuite, les rois revenaient. Bon, certains disaient bon, alors laissez ça, c'est royaume de France. Ah ben alors les autres. Il doit y avoir quelques Napoléon, des alors, haines de Napoléon III. Il reste dans les fenêtres. Ben, bien sûr. Alors, l'un mettait ses abeilles, l'autre passait derrière, mettait les fleurs de lys. Arrivait le républicain, il enlevait tout ça, il mettait par-ci par-là quelques symboles maçonniques. Et puis, de révolution en contre-révolution, nous sommes un peuple remuant, en 2 siècles, 5 républiques, 3 monarques, 2 empereurs, et un dictateur, le maréchal Pétain. Donc ça bouge beaucoup dans ce pays. À chaque fois, les peintres arrivent et repartent. Et si bien que vous avez des fenêtres qui restent marquées Napoléon, d'autres endroits où vous avez des fleurs de lys, dans ce Sénat qui lui-même est un antre de la réaction. Il a été créé pour ça, c'est sur le modèle des chambres des lords. Hein. Alors, cette histoire est là, et quand vous êtes dans l'hémicycle, je trouve extraordinaire l'arrogance iconographique de cet hémicycle, parce que vous n'avez pas un seul personnage de la Révolution dans les statues, à part ce Portalis qui est là, bon, qui figure, parce que de toute façon, comme il a mangé à tous les râteliers, on peut le supporter, voilà. Mais c'est le seul que l'on a laissé de la période révolutionnaire. Tous les autres sont des personnages d'ancien régime, certains ont du mérite à être là, le chancelier de l'hôpital, qu'on a pourtant bien massacré, mais il a quand même sa statue là. Mais alors, de révolutionnaire, zéro, pas un. Alors, il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé, mais c'est un personnage à la fois historique, mais aussi un auteur d'histoire de fiction. C'est celui que vous avez dû croiser en allant à Besançon quand c'est Victor Hugo. Oui. Quelle histoire, hein. C'est celui-là quand même qui... Eh bien, il est, comment dire, plus le temps passe et plus je l'aime. Et pourtant, c'était pas mon goût au départ. Et puis petit à petit, je l'ai trouvé sans arrêt sur mes pas. Commence-t-on à discuter d'Amérique du Sud ? Qu'est-ce que je découvre grâce à Henri Peña-Ruiz, le philosophe, qui a fait un très beau bouquin là-dessus, les lettres de Victor Hugo, qui s'ennuyait tellement en exil qu'il répondait à tous ceux qui lui écrivaient. Et donc les révolutionnaires de Cuba, du Venezuela, d'Haïti, tout le monde lui a écrit. Tous les bolivariens. Il répondait, et alors il y a une abondante littérature hugolienne sur ces révolutions en Amérique latine. Et cet homme qui a commencé sa vie comme monarchiste et l'a fini comme républicain ardent, nous a laissé évidemment des milliers de vers que nous pouvons utiliser dans nos discours. Alors vous savez, citer Victor Hugo, ça le fait toujours un peu plus parce qu'on ne s'y attend pas. Et puis comme Victor Hugo est le poète de notre enfance à tous, le citer pour faire l'apologie de la Révolution, vous savez, c'est son dernier mot. Il dit la Révolution, ce sera le nouveau nom de la France. Ça faudra dire civilisation, c'est magnifique. Et notre Victor Hugo national, à un moment de ces petites choses, vous savez, moi qui me touchent beaucoup, que j'aime dans l'histoire, il revient de son exil, il est à la gare du Nord. Et les Parisiens sont venus pour le voir. Hein. C'est formidable ce peuple quand même. Ils savaient qu'il revenait, alors ils sont là. Et lui, il dit, en 2 minutes, le peuple de Paris m'a fait oublier 20 ans d'exil. Et j'ai adoré cette petite phrase. Parce qu'elle permet de comprendre quel amour on peut avoir. C'est irraisonné. On ne peut pas le décrire. Pourquoi on aime la France ? Pourquoi on peut se trouver pris de passion pour le peuple français ? C'est drôle, hein, parce qu'on est tellement différents, tellement divers, on s'engueule tellement. Il y a tellement de gens avec qui je suis fâché, moi. Je ne devrais pas. Mais quelque chose vous prend au cœur lorsque vous voyez des gens si divers, ou bien qui sont de la première ou de la deuxième génération de Français, parlant comme moi, aimant d'amour ardente la patrie républicaine, allant capable de se quereller des heures durant sur un sujet comme la laïcité ou tel. Comme c'est émouvant de voir cette machine à fabriquer du vivre ensemble qu'est ce pays. C'est pour ça, moi, je dis, je veux faire France de tout bois. Parce que ici, nous avons tous notre place. Il y a un rêve plus beau que le rêve américain dont on cesse de nous rabâcher les oreilles. Le rêve américain, qu'est-ce que c'est ? McDonald's, plus hamburger, plus Coca-Cola. Le rêve français, c'est la splendeur, liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est plus beau.